Collègues, bonjour. Je voudrais tout d'abord excuser notre président qui accompagne le président de la République au Japon et en Corée. Et donc, j'ai le plaisir de présider cette audition. Chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Marie-Christine Saragosse, que je salue, présidente directeur générale de France Média Monde, le pôle qui est dédié à l'information de notre audiovisuel extérieur. Alors, cette audition est importante à plus d'un titre. D'abord, elle va nous permettre de prendre la mesure de la situation de France Média Monde, qui est confrontée à une contrainte forte sur ses moyens budgétaires. Mais cette audition doit aussi être l'occasion de mieux connaître le rôle de notre audiovisuel extérieur dans le cadre des conflits actuels, que ce soit au Proche-Orient, en Ukraine ou en Afrique. Alors, concernant tout d'abord les moyens budgétaires dont bénéficie France Média Monde, la dotation socle hors compensation fiscale a été maintenue à 273,1 millions d'euros en 2026 dans un contexte budgétaire très compliqué. Alors, nos rapporteurs budgétaires Roger Carucci et Mireille Jouve se sont d'ailleurs réjouis de ce statu quo tout en regrettant qu'aucun véritable effort ne soit engagé en faveur d'un nécessaire réarmement informationnel, mais ils y reviendront. Comme vous le savez, Madame la Présidente, notre commission est convaincue que dans le monde d'aujourd'hui, traversé par des crises, des conflits majeurs, le réarmement conventionnel doit s'accompagner d'un réarmement informationnel afin d'affronter toutes les situations de guerre hybride. Ce réarmement informationnel tarde à se concrétiser. Le contrat d'objectifs et de moyens préparé en 2024, qui prévoyait une mince augmentation des moyens, a été abandonné l'an dernier. Vous nous direz où en est la négociation d'un nouveau COM qu'on nous annonçait comme imminent. La stratégie de développement numérique de l'entreprise, qui demandait 5 millions d'euros d'ici 2028, n'était jusqu'alors pas financée. Nous aimerions savoir ce qu'il en est aujourd'hui, alors que le numérique a pris une dimension prépondérante dans les stratégies d'influence et qu'il constitue un axe de développement majeur pour tout média qui souhaite être accessible au plus grand nombre. Enfin, face au retrait des médias publics américains engagés par le président Trump en 2025, France Média Monde a conçu un projet de bouclier informationnel en commun avec Deutsche Welle afin de suppléer dans certaines zones clés le départ des médias américains. Là encore, ce projet estimé à une cinquantaine de millions d'euros ne semblait pas financé lorsque vous l'avez présenté au rapporteur et nous voudrions savoir aujourd'hui ce qu'il en est. Au-delà de ces aspects budgétaires et financiers, France Média Monde doit aussi affronter en première ligne les conflits de notre monde. Depuis des années, vos équipes sont confrontées aux stratégies de déstabilisation russe en Afrique qui visent à décrédibiliser la France. Depuis 2022, France Média Monde a aussi développé des actions afin de soutenir l'information en Ukraine, avec la création d'une rédaction en ukrainien à Bucarest, mais aussi en essayant de rendre accessible une information indépendante en Russie. Enfin, depuis le 7 octobre 2023, France Média Monde a renforcé sa présence au Proche-Orient en développant son hub de Beyrouth. Vous nous direz quelle est la situation de vos journalistes aujourd'hui dans ce pays et comment ils peuvent continuer à accomplir leur mission malgré tous les dangers que nous connaissons. Je voudrais préciser que le bureau de notre commission a décidé qu'une délégation des membres de la commission va se rendre prochainement en Bulgarie, en Roumanie et en Moldavie. Nous serons donc très intéressés par les initiatives que vous avez engagées dans ces pays. Ce déplacement sera l'occasion pour nos collègues de constater de visu le travail de notre audiovisuel extérieur dans cette région également stratégique. Madame la Présidente, je vais donc vous laisser la parole pour une intervention liminaire au cours de laquelle, je crois savoir que vous allez diffuser un certain nombre d'informations sur les écrans. Voilà. À l'issue de cette intervention, vous serez interrogé par nos rapporteurs budgétaires, Roger Carucci, Mireille Jouve, qui devraient nous rejoindre. Et je voudrais rappeler à tous que cette audition est captée, diffusée en direct sur le site Internet du Sénat et également sur les réseaux sociaux. Vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Vous avez fait un panorama qui me permet de dérouler le PowerPoint que nous avons préparé. Je voudrais vous remercier de nous accueillir
parce que nous savons ici que vous suivez de près les enjeux géostratégiques et qu'on parle le même langage et on a besoin de cet échange. Donc j'ai 4 points dans ce PowerPoint. D'abord, la ligne, le contexte international où nous nous trouvons en première ligne. Ensuite, vous dire que malgré les contraintes budgétaires qui sont réelles, nous sommes un acteur puissant dans le paysage audiovisuel mondial. Troisièmement, vous dire comment on a imaginé ce bouclier pour l'information et où il en est. Et quatrièmement, revenir sur les sous, parce que les meilleures idées du monde, si elles n'ont pas les moyens de se réaliser, restent lettre morte. Donc c'est un très gros enjeu. Et notamment, vous évoquiez le COM. Pour l'instant, on a toute liberté pour l'imaginer, puisqu'il n'a pas vraiment encore commencé. Le démarrage des discussions a à peine commencé. Juste avant, je voudrais vous dire que je suis venue avec Roland Husson, à ma droite, qui est le directeur général de France Médias Monde, et Corentin Masclé, qui est celui qui prépare toutes les interventions. Et voilà. Donc j'ai 2 bras droits, en fait. Alors, le contexte international. Je ne vous apprendrai rien en vous parlant de guerre hybride. Je reprends volontairement ce vocable qui est celui aussi de l'état-major des armées ou du ministère des Affaires étrangères. La guerre de l'information est une composante de cette guerre hybride. Elle est moins chère que la guerre conventionnelle, mais elle est tout aussi dévastatrice. L'essor des infox, des manipulations accentuées par l'intelligence artificielle, et vraiment créer un chaos informationnel mondial. Et j'ai envie de reprendre la phrase de notre président, de notre CHIPIP, Hervé Bovigny, qui dit qu'au fond, c'est une guerre déclarée au réel. Et c'est une guerre qui est d'autant plus dangereuse qu'elle ne vise pas seulement l'information, bien évidemment, mais bien les démocraties, notre modèle démocratique, et qu'elle est menée par des puissances hostiles, tout particulièrement à la France, la Russie, mais aussi par la Chine et d'autres. Par ailleurs, cet univers international, c'est un univers d'une concurrence exacerbée avec nos amis qui ont beaucoup plus de moyens que nous, Deutsche Welle, BBC World Service, qui partagent les mêmes valeurs, mais qui ont des budgets respectivement de 425 millions d'euros, quand vous le rappeliez, Madame la Présidente, de dotation reconduite, même si je rajoute l'aide publique au développement et d'autres ressources, on est plutôt autour de 300 millions. 425 millions d'euros pour la Deutsche Welle, 485 millions d'euros pour la BBC World. On est vraiment, on boxe pas tout à fait dans la même catégorie. Hein. Mais alors, si je parle de la Russie et de la Chine, là, on change de catégorie puisqu'on parle de 2 milliards investis dans leur audiovisuel extérieur. Et puis, je mentionne aussi les chaînes pan-arabes qui ont de très très grosses ressources comparées à notre France 24 en arabe ou à notre Monte Carlo Doualiya. Les atteintes à la liberté d'informer dans ce contexte chaotique sont croissantes. Les journalistes sont pris pour cible sur tous les terrains et nous sommes nous-mêmes censurés de manière assez brutale, souvent sans autre forme de procès qu'une coupure. Et actuellement, quand je parle de risque, vous faisiez allusion à Beyrouth, mais au-delà même, alors il y a la rédaction, on y reviendra, mais nous avons 40 correspondants qui sont dans une dizaine de pays actuellement touchés par la guerre, et pour les 10 langues de notre groupe, plus les envoyés spéciaux, il y en a une vingtaine, donc on a beaucoup de monde à arrimer, et qui vivent, je dirais, dans des zones vraiment à risque. Par ailleurs, le risque cyber n'est pas à négliger non plus. Les attaques, les cyberattaques, nous en sommes victimes tous les jours. Donc en général, on repousse. Parfois, c'est une grosse attaque. Et dans ce cas-là, notre service cyber ressemble à un campement militaire où il y a des lits de camp pour repousser les attaques. Donc on travaille évidemment avec l'ANSSI. Je pense que cette commission connaît bien l'ANSSI aussi. Et puis à ça s'ajoutent des bouleversements structurels d'usage avec le numérique. On a vu un désengagement des plateformes américaines dans la lutte, dans la modération et dans la lutte contre la désinformation. On est confronté sans arrêt à des changements d'algorithmes qui, si possible, invisibilisent les médias professionnels qui ont une information correspondant aux critères qui sont ceux des sociétés civilisées.
Évidemment, l'intelligence artificielle accroît absolument ces risques, sans parler des enjeux économiques sur le partage de la valeur, hein, parce que pour l'instant, je ne nie pas qu'il y ait des potentiels très intéressants dans l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, c'est un pillage de nos contenus, parce que je ne connais pas d'intelligence artificielle qui documente le nombre de morts au Kivu, par exemple, mais par contre, nos données sont prises, sont ressorties sans citer les sources. Donc c'est un pillage avec un problème économique. Je sais que vous êtes très sensible à ces questions au Sénat. Et puis donc, le désengagement américain dans le champ informationnel est réel, bien que confus là aussi, puisque démantèlement de leur outil d'audiovisuel extérieur qui est USA Global Media, puis des jugements différents, des budgets qui seraient reconstitués partiellement. Surtout, moi, ce que je pense, c'est que comme en matière de défense conventionnelle, notre souveraineté européenne et française mérite que nous ayons des moyens qui ne dépendent que de nous et pas de l'allié américain. Alors, deuxièmement, nous sommes toujours, malgré les difficultés et malgré les contraintes financières, nous sommes un acteur puissant. Je pense que la France n'en a pas de plus puissant sur le plan audiovisuel multilingue. Vous voyez quelques chiffres, donc notre distribution augmente. On est à près de 580 millions de foyers dans le monde. Dans tous les hôtels, on augmente aussi. Vous voyez qu'on a augmenté de 8%. Et on est sans doute le groupe qui détenant le plus de fréquences FM en dépit des coupures. Nous avons énormément de radios partenaires. Vous voyez que c'est une croissance de 7%. Et ça n'est pas négligeable, car les radios partenaires, qui sont des radios locales, diffusent nos programmes auprès du plus grand nombre. Et puis, nous avons 128 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Cette distribution et nos contenus permettent d'avoir une empreinte hebdomadaire globale de 278 millions de contacts. Elle est en croissance de 9%. Notre audience broadcast continue à croître et elle reste dominante. Vous voyez que c'est presque 184 millions sur les 278 et en croissance de 3%. C'est évidemment l'audience numérique qui croît le plus. Vous voyez qu'elle s'élève dans ces 278 millions. Il y en a 94, un peu plus de 94 millions qui sont des contacts numériques. Ils sont en croissance de 26%. Et c'est notamment dû à l'explosion de nos vidéos et sons consommés sur toutes les plateformes, les nôtres et tous les réseaux sociaux. 5 milliards de vidéos et de sons consommés sur ces plateformes en 2025, soit une croissance de 27% par rapport à l'année d'avant. Et dans nos environnements propriétaires, nous avons pu comptabiliser 480 millions de visites. Donc vous voyez que ce sont des chiffres qui permettent de se dire qu'on a un outil d'action pour intervenir et faire passer une information digne de ce nom. Alors, cet impact, il est vrai en matière de chiffres, mais il est aussi qualitatif. Notre puissance d'impact nous permet en effet de délivrer une information libre, indépendante, équilibrée, issue du terrain, parce que c'est le premier rempart. C'est le premier rempart à la désinformation. Donc, nous avons un cadre déontologique extrêmement fort qui est sur notre site, d'ailleurs institutionnel, de la loi au cahier des charges, en passant par la charte de déontologie et tout l'encadrement de nos offres éditoriales. Nous sommes des médias indépendants et je répète à souhait que notre indépendance, c'est notre influence. Deuxièmement, nos médias sont enracinés sur le terrain. C'est important parce que quand on fait de l'information en studio, ça n'a pas le même coût que quand on fait de l'information nourrie par des reportages sur le terrain. Et ça a un coût aussi. Et si on veut une information de qualité, il faut aller sur le terrain, il faut avoir un réseau de correspondance que nous avons. Certains d'entre vous ont sans doute pu apercevoir notre correspondant en Iran, Siavosh Ghazi, qui est notre correspondant depuis plus de 20 ans et qui aujourd'hui, on a du mal à l'arrêter, on se fait du souci parce qu'il intervient dans tous les médias français, puisqu'il est parfaitement francophone. Mais il fait jusqu'à 80 médias par jour, on lui dit d'arrêter, mais il ne n'écoute pas là en ce moment. Nous avons des envoyés spéciaux permanents, nous avons des rédactions délocalisées, donc nous couvrons des zones souvent très dangereuses et nous avons donc une direction sûreté très importante
peu de médias sont au Nord Kivu, au Soudan, à Haïti ou ailleurs. Pas seulement quand ça se durcit, mais même avant. Pour l'Iran, par exemple, nos auditeurs et téléspectateurs sont bien au courant de la situation bien avant la guerre actuelle. Ensuite, nous portons des valeurs démocratiques qui ne sont pas tellement à la mode dans le monde actuellement, des valeurs républicaines. Ça devient une denrée extrêmement précieuse. C'est de la quasiment haute couture, hein, l'information de ce type de nos jours. Et nous sommes caisse de résonance de notre pays, une sorte de vitrine de la France pour nos industries créatives, culturelles, nos sportifs, nos penseurs, nos artistes, nos entreprises. Puis nous, lors de grands événements, nous fédérons aussi de larges publics autour des Jeux olympiques et paralympiques, autour de la réouverture de Notre-Dame, qui a eu un succès vraiment planétaire, incroyable, un engouement, une affection du monde entier pour Notre-Dame. Et puis plus récemment, par exemple, la Cannes au Maroc a été un gros succès. Troisièmement, notre puissance, nous la devons aussi au fait que nous sommes organisés pour lutter contre la désinformation. Nous débanquons en anglais, nous démystifions en français et nous avons un fort impact, ce qu'on appelle un reach. Parce que c'est bien beau de dire que quelque chose est faux, si personne ne vous entend, ça ne sert à rien. Donc pour débunker, il faut avoir un impact puissant. Je vous donne un seul exemple. Quand notre pauvre journaliste s'est apparu en train d'annoncer la mort d'Alassane Ouattara sur France 24, ce qu'il n'avait jamais fait grâce au deepfake, à l'IA, c'était sa voix un peu métallique. Et c'était le journal, et il annonçait la mort d'Alassane Ouattara. Très vite, ça a fait plus de 100 000 vues. On a débunké sur France 24, avec France 24 et avec RFI. On a fait 580 000 vues. On a stoppé l'infox. Donc nous avons des équipes spécialisées à France 24 et à RFI. Notamment, les observateurs de France 24 s'appuient sur un réseau de 5000 citoyens dans le monde, qui sont des citoyens que nous ne les rémunérons pas. Ils sont des citoyens engagés qui font monter des infox. Nous vérifions, nous croisons et nous débunkons. Il y a 100 000 adhérents également dans les clubs de RFI qui de plus en plus se mobilisent pour lutter contre la désinformation. Nous avons une procédure d'alerte interne pour décider si nous débunkons ou pas. Car nous ne débunkons pas systématiquement. Parfois, on peut donner plus de publicité en débunkant qu'en laissant passer la fausse info sans la signaler. En parallèle à cela, nous avons un gros travail d'éducation aux médias et auprès des classes et sur les antennes. Clairement, et nous avons également une lettre d'information, je le signale parce que je l'envoie à certains d'entre vous. Je pourrais l'envoyer à la présidence de la commission, puisque une fois par trimestre, nous remontons les grands axes des fausses infos qui ont circulé, que nous avons débunkées, qui sont très révélatrices des stratégies, en particulier de la stratégie russe. Nous faisons également de grands reportages, c'est-à-dire pas seulement un débunkage ponctuel, mais nous démontons des stratégies de manipulation. Par exemple, RFI a fait de grosses enquêtes sur Wagner, non pas le musicien, mais le groupe de mercenaires, qui s'appelle maintenant Africa Corps. Enfin, c'est à peu près la même chose. En Centrafrique, nous avons France 24 qui a fait une enquête sur l'influence turque en Afrique avec un documentaire, Le drone et le Coran. Je pourrais donner tous les liens à la commission pour regarder ces documentaires qui sont saisissants. Voilà, donc c'est pour vous dire que notre mobilisation sur la lutte contre la désinformation, ça va du débunkage à l'éducation aux médias, en passant par des enquêtes de fond. Et nous travaillons d'ailleurs de très près avec par exemple Viginum, parce que Viginum a besoin de porte-voix. Viginum n'est pas un média puissant, mais donc s'ils ont besoin de venir parler, ils viennent sur nos antennes. Voilà. Nous avons comme quatrième pilier de notre action et de notre puissance la proximité et le fait de cultiver la confiance, parce que c'est la défiance qui finit par détruire la démocratie et qui confisque tout dialogue et tout débat. Donc nous avons décidé volontairement d'implanter des rédactions au plus près des gens et d'avoir une proximité géographique et linguistique. Nous avons donc des rédactions à Lagos, Dakar, Nairobi, Bucarest, Beyrouth, Bogota, Phnom Penh.
Certaines de ces rédactions sont transformées en hub parce qu'ils font plusieurs choses. Et nous avons, disons, 3 gros hubs. Nous en avons un en Europe, à Bucarest. Et donc, très sincèrement, je pense que si vous y allez, si votre mission a lieu, je vous supplie d'aller voir le hub de Bucarest. D'ailleurs, les Roumains en sont très fiers. Ils considèrent que c'est un peu leur hub aussi. Hein. Et il n'y a pas d'invités étrangers en Roumanie qui ne finissent par passer par notre hub, qui comporte une rédaction en roumain et une rédaction en ukrainien et une offre pour les jeunes inter en roumain qui est financée par la Commission européenne. Donc, vraiment, vous verrez des gens sur le terrain qui sont très mobilisés en première ligne parce qu'eux, ils ont vraiment conscience de la guerre. Nous avons donc également un hub à Beyrouth. Je pense que, monsieur le sénateur, vous y étiez. Nous les arrimons chaque jour en ce moment. Ils ne vont pas toujours au travail parce qu'ils sont sous les bombes. Travaillent ceux qui sont logés dans des endroits où il n'y a pas de bombardement. Ils sont en télétravail et tous les jours, notre directeur sûreté appelle donc la directrice du hub. Et bon, le moral tient le coup, mais c'est pas très facile. Et ils ont été en tout cas très heureux de recevoir une visite sénatoriale, hein, je peux vous dire, puisqu'ils nous ont évidemment abondamment commenté. Bon, j'ai des vidéos, mais je ne voulais pas allonger. Vous avez des questions, donc je vous laisserai vous aurez le PowerPoint, bien sûr, avec les liens sur les vidéos, si vous voulez voir à quoi ressemble notre hub de jeunes journalistes panarabes. Ils sont panarabes à Beyrouth. Le hub de Dakar aussi est panafricain. Et on vient de lancer dans ce hub à Dakar une offre pour les jeunes. C'est des jeunes aussi qui sont recrutés, qui s'appelle ZOA, ce qui veut dire étoile en lingala. Et c'est que réseaux sociaux. Et ils font un petit tabac, hein, puisque en 3 mois, l'année dernière, ils ont fait 22 millions de vues. Donc ils montent en puissance et ils s'adressent aux jeunes. Ils ont beaucoup d'humour, un point de vue décalé sur l'actualité. Et franchement, c'est magnifique ce qu'ils font. Là aussi, si jamais certains d'entre vous se rendent à Dakar, je vous recommande d'aller voir le hub. Il fait chaud au cœur. Et voilà, donc Beyrouth, Dakar, Bucarest, 3 hubs qui jouent un rôle fondamental. Enfin, le dernier point qui explique que nous soyons forts malgré nos contraintes et malgré le chaos du monde, c'est qu'on sait s'adapter à tous les usages. Nous menons une stratégie résolument numérique depuis de longues années, avec à la fois une stratégie d'hyper-distribution raisonnée, c'est-à-dire qu'on cultive nos propres sites, mais on va là où est la jeunesse, on va sur les réseaux sociaux. On va là où ont lieu les fake news. La plupart des fake news, c'est là qu'elles sont. Et ça nous permet aussi de contourner les censures. Quand on est coupé, par exemple, au Burkina Faso, au Niger ou au Mali, pour ne pas les nommer, eh bien, on voit immédiatement monter la consommation sur YouTube ou sur Facebook de nos médias. Donc, il faut impérativement y être, et y compris sur TikTok. Ça ne veut pas dire qu'on partage nécessairement la philosophie de ces sites, mais on ne laisse pas la plaine aux barbares. Voilà, on y est. Nous produisons sous tous les formats également, hein, pour répondre aux usages, et notamment des jeunes. Je rappelle que, par exemple, en Afrique, 60% de la population a moins de 25 ans dans certains pays, donc on a intérêt à être adapté au format des jeunes. Donc vidéo mobile, podcast, formats verticaux, notamment sur TikTok. Et nous développons des offres, ce qu'on appelle pure player, donc exclusivement numériques. Inter en Europe, pour les jeunes européens, je l'ai cité pour Bucarest, c'est financé par la Commission, c'est en une dizaine de langues, et ça touche les jeunes européens. Info Migrants, également financé par la Commission européenne, et dans les 2 cas, c'est fait avec Deutsche Welle. Ou ZOA, que je viens de citer, à Dakar, qui est là financé par la France et l'aide publique au développement. Bon, nous essayons, malgré la suppression, vous le mentionniez, Madame la Présidente, de notre enveloppe transformation numérique, où il y avait 5 millions qui nous font cruellement défaut. Nous avons malgré tout, sous contrainte, continué avec un plan de transformation numérique autour de grilles numériques, comme il y a des grilles broadcast. On a fait des grilles numériques. On fait des pôles numériques au sein des rédactions pour essayer de totalement décloisonner numérique, pas numérique, broadcast numérique. Et nous faisons évoluer l'ensemble de nos infrastructures techniques qui, aujourd'hui, sont
deviennent aussi bien broadcast que numérique. Ce qui compte, c'est que le produit soit au centre et qu'il se décline en numérique, en pas numérique, peu importe, mais c'est le produit qui compte et dans ses différentes vies sur les différents supports. Donc on est produit-centrique. C'est une réorganisation de toute l'entreprise autour de ça. Évidemment, nous nous saisissons de l'intelligence artificielle, dont je dis qu'aujourd'hui, c'est un pillage à ciel ouvert, mais néanmoins, nous domestiquons cet outil que nous devons mettre au service de nos journalistes avec un guide pour l'utiliser. Nous avons créé un hub interne IA pour éviter de tout balancer à l'extérieur, puisque vous savez que quand vous faites un prompt, vous partagez avec tout le monde. Donc nous, on s'est fait un hub interne avec des outils basés sur l'IA pour faciliter le travail des équipes, avec un chat, des outils de transcription, de traduction, de sous-titrage, mais aussi des outils techniques d'aide au mixage, de traitement du son, mais dans un cadre déontologique très strict. Nous avons un comité de pilotage IA et un directeur opérationnel sur ce sujet. Alors, le bouclier pour l'information, troisième point, et après, ça va aller vite, et le budget, et puis je répondrai à vos questions. Donc, cette initiative, elle est faite avec la Deutsche Welle le jour où on comprend que les Américains font l'annonce du retrait du USA Global Media. On se met ensemble avec la Deutsche Welle et on fait une cartographie de ce qu'on a, parce qu'on se dit qu'ensemble, on est très puissants. En effet, on touche 600 millions de téléspectateurs chaque semaine, téléspectateurs, auditeurs, internautes, ensemble. On est des groupes de services publics déjà européens, on est présent mondialement, on a les mêmes valeurs en matière d'information, et on sait déjà travailler ensemble, puisqu'on fait Inter ensemble, Info Migrants ensemble, et on a fait d'autres opérations ensemble. Donc on décide qu'ensemble, on va construire un plan. Et pour ne pas perdre de temps, on commence tout de suite, puisqu'on sait qu'en Moldavie, il va y avoir des élections en septembre 2025. Et donc, on décide que nos amis de Bucarest nous disent que c'est une invasion de désinformation russe. On décide d'y aller tout de suite. Le ministère des Affaires étrangères nous donne une enveloppe et nous lançons Moldova Zoom, une quotidienne en roumain, faite par notre rédaction de Bucarest, et diffusée à Chisinau, puisqu'on a une fréquence FM. Ce programme va avoir le prix du meilleur programme par la profession en Roumanie, il y a quelques semaines. Parallèlement avec la Deutsche Welle, là je quitte un peu le PowerPoint, je vous raconte parce qu'on l'a vécu, donc on fait de la coproduction de vidéos mobiles, et là on y va. On va avoir 1,5 million de vidéos vues en très peu de temps, alors qu'il y a 3,5 millions d'habitants. À côté de ça, on renforce le russe parce qu'il y a des provinces qui parlent russe en Moldavie. Et là, alors, pour le coup, ça va être multiplication par 4 des vidéos vues en russe, 60 millions. Évidemment, le problème, c'est qu'on nous a donné un coup de pouce transitoire qui n'était pas reconduit en 2026, que pour l'instant, nous faisons tout pour maintenir cette action, parce que la présidente de Moldavie nous a supplié de le faire. Maia Sandu, elle nous a reçus. Elle nous a remerciés avec la Deutsche Welle et elle nous a supplié de continuer. C'était une sorte d'opération pilote pour montrer ce que pourrait être le bouclier pour l'information qu'on a construit. Ce bouclier, il est construit pour s'insérer dans le bouclier démocratique européen, parce que sans informations libres, professionnelles, vérifiées, la démocratie est fragilisée. Donc, il s'agit de renforcer de manière coordonnée nos offres avec la Deutsche Welle, soit en développant de nouvelles langues, soit en renforçant des langues existantes, soit en aidant les médias locaux à se renforcer dans la lutte contre la désinformation. C'est les 3 volets. Dans un premier temps, l'action est ciblée pour l'Europe, mais il existe un plan pour l'Afrique, un plan pour le monde arabe et des choses pour les Amériques et l'Asie. Mais on a d'abord centré sur l'Europe, parce que nous cherchons des financements, bien sûr, européens. Ce plan pour l'Europe, il consiste d'abord à renforcer l'existant, donc à maintenir Moldova Zoom, à monter en puissance sur le russe, à renforcer notre ukrainien, puisque nous avons une rédaction à Bucarest, mais aussi à développer de nouvelles langues, avec une première urgence, l'Arménie. L'Arménie, où des élections ont lieu en juin.
Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de rédaction en arménien, ni nous, ni la Deutsche Welle, ni nos amis polonais qui contribuent aussi, avec lesquels on travaille aussi avec la télévision radio polonaise. Donc, l'arménien. Nous y travaillons actuellement même. Nous avons déjà fait un benchmark, nous avons étudié le marché et les audiences arméniennes, nous avons étudié des profils de journalistes arméniens, puisque nous avons la chance en France d'avoir la plus vaste communauté arménienne hors Arménie. Et donc nous sommes en train, en fait, de construire potentiellement cette rédaction. Le géorgien vient ensuite. Là, c'est nos amis de la Deutsche Welle qui ont pris le leadership sur le géorgien. Il y a un petit peu moins de pression, les élections sont l'année prochaine. Il y a également le turc qui est sur la table. Et puis, nous avons un volet de formation avec les médias locaux mené par CFI, notre filiale à 100%, l'agence de coopération française qui est notre filiale, et la Deutsche Welle Academy. Ces projets ont été présentés très tôt devant les autorités allemandes et françaises à qui ces projets, ils ont eu l'heure de plaire. Donc nous avons eu un fort soutien de l'Allemagne et de la France. Je devrais dire de la France et de l'Allemagne, car la France a été extrêmement mobilisée au niveau de Bruxelles, tant dans sa représentation française à Bruxelles que dans sa représentation française à l'OTAN, car la guerre est hybride et que je rappelle qu'en juin dernier, l'OTAN avait indiqué que les 5% des PIB qui devaient être consacrés à la défense devaient l'être évidemment majoritairement, complètement majoritairement pour les armements, mais il y avait quand même 1,5% qui pouvait aller à d'autres actions, comme par exemple la lutte contre la désinformation. Donc c'est un sujet qui intéresse. La France s'est donc beaucoup mobilisée au niveau européen et je ne peux pas vendre la peau de l'ours et je ne peux pas décider en avance de phase, mais je pense que notre projet a retenu toute l'attention du Foreign Policy Instrument, qui est un outil de financement destiné à l'extra-européen, aux pays limitrophes. Donc nous attendons d'un instant à l'autre la confirmation que nous allons pouvoir lancer notre rédaction pour commencer en arménien, et puis le géorgien, et puis les autres, le renforcement du russe et de l'ukrainien, etc. Et donc je salue vraiment la mobilisation des pouvoirs publics français sur cela et du ministère des Affaires étrangères. Conclusion, les perspectives budgétaires. Donc là, j'en ai peut-être une un peu positive au niveau de l'Europe. Vous aviez rappelé, pardon, j'ai oublié de le redire, que le plan dans sa globalité, c'est 50 millions d'euros, le bouclier, 25 pour la France, enfin 25 pour nous, 25 pour la Deutsche Welle, et éventuellement un pourcentage de tout ça pour les Polonais à discuter. Quatrième point, donc les ressources. Nos moyens sont très limités. Je vous ai donné les budgets de la concurrence. Nous avons depuis toujours évolué dans un cadre budgétaire très contraint avec 3 plans de départ volontaires, un budget qui en euros constants a baissé de 14,5% au cours des dernières années, depuis 2011, un effort de rationalisation et d'économie maximale avec des réformes de métiers importantes, des synergies entre nos médias, un modèle économique composé pour 95% de coûts fixes. Pourquoi? Parce que nous produisons nos programmes. On ne peut pas commander de l'info à l'avance à une boîte de production externe. Donc, nous les produisons. C'est-à-dire que nos programmes, c'est de la masse salariale. Et c'est donc assez rigide. Surtout que le plurilinguisme fait que ce n'est pas un journaliste arabophone qui va aller pouvoir parler en persan, par exemple, ou quelqu'un qui parle l'anglais qui va savoir parler nécessairement le mandinkan ou le fulfulde. Donc, il y a une rigidité linguistique aussi. Donc, on pèse 7% du budget de l'audiovisuel public. Je disais, pour mettre ça à échelle, que ça représente 40 centimes d'euros par mois et par Français de plus de 15 ans. Voilà, 40 centimes d'euros pour comparer aux abonnements. C'est ça que pèse l'audiovisuel extérieur pour les Français, dans le budget des Français. Le problème qu'on a, c'est que même si l'Union européenne est mobilisée et nous donne des fonds supplémentaires, si dans le même temps, nos moyens ici ne sont pas confortés, si nous n'avons pas de quoi financer notre socle d'activités, que nous sommes obligés de renoncer à certaines activités, de fermer certaines activités, comment imaginer que les mêmes personnes, au même moment, vont développer des projets et détruire l'existant?
il y a une sorte de paradoxe, et comme on parle d'être humain, je dis juste que ce n'est pas possible. Donc s'il y a un enjeu européen, s'il y a des financements qui sont prêts à venir vers nous, il ne faut pas que le socle de France Médias Monde s'enlise au même moment. Donc nous avons ces discussions dans le cadre du COM, dont les discussions viennent tout juste de reprendre. Je pense qu'il y a eu une réunion. Hein. Voilà, et nous espérons donc convaincre qu'il y a des moments. On comprend complètement les contraintes budgétaires, mais il y a des moments où il y a des choix d'urgence à faire, parce que c'est maintenant. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour ce panorama qui est en effet très dense dans un contexte mondial très compliqué. Je vais peut-être donner la parole tout de suite à Roger Carucci, qui est rapporteur sur l'audiovisuel extérieur. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous avez fait un exposé extrêmement long et fourni. Moi, je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier, parce qu'avec des bouts de ficelle, vous arrivez à peu près à tenir. Je dis bien des bouts de ficelle, ça fait des années que je hurle dans le désert que l'audiovisuel public extérieur devrait être une priorité de l'audiovisuel. Il ne l'est toujours pas. On se bat pour avoir 2 millions, quand les autres mettent sur la table 2 milliards. On se bat pour avoir ou maintenir des bureaux ouverts en Amérique latine, quand les autres couvrent le monde entier sans le moindre problème. Bon, voilà, à un moment, il faudra un vrai débat. Alors, est-ce que c'est au moment des présidentielles? On verra. Mais on ne peut pas continuer à dire qu'il y a une guerre informationnelle dans le monde et à faire comme si, avec des bouts de ficelle, on allait tenir. Voilà. On augmente considérablement, pas assez peut-être, mais enfin considérablement le budget de la défense, mais on n'augmente quasi pas les budgets de la guerre informationnelle. Et donc, on est constamment plié, et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui tiennent à peu près avec ce qu'ils ont, mais à un moment, ça ne suffira pas, parce que la bonne volonté face aux milliards, c'est gentil, mais ça ne fait pas la pointe. Donc, bravo et merci pour tout ce que vous faites. Dommage que nous ne soyons pas écoutés. Je maintiens que la double tutelle, culture et affaires étrangères, c'est trop compliqué. Ce n'est pas des ministères qui ont assez de moyens, ou en tout cas qui parviennent à avoir des budgets en augmentation suffisants pour vous donner les moyens. Donc vraiment, rien à dire, vous avez fait le détail, mais la réalité, c'est qu'il faudrait se fixer un objectif, se dire par exemple qu'entre vous et TV5, vous êtes royalement à 9% de l'audiovisuel public à vous deux, le minimum serait à 14-15%. Et là, on aurait réellement des armes pour se battre avec les autres. Pour le moment, bon, on fait au mieux, mais plus par la bonne volonté que par les moyens financiers. Premier élément alors de mes questions, il avait été question justement de fermer un certain nombre de bureaux, notamment les versions espagnoles avec Bogota. Est-ce que la menace est toujours existante? Est-ce qu'on arrivera à s'en sortir à peu près? Vous dites, et à juste raison, qu'effectivement, les bureaux Proche-Orient, les bureaux Europe orientale sont les bureaux qui sont évidemment aujourd'hui les plus actifs, les plus sur le front, si je puis dire. Mais est-ce que, pour autant, on parvient à maintenir les bureaux en Afrique ou celui de Bogota? Deuxième élément, il est clair que vous aviez, je vous l'avais dit à plusieurs reprises, un problème, sinon de neutralité, je ne crois absolument pas à la neutralité des journalistes, mais au moins d'équilibre. Et je vous avais dit que, bon, depuis le 7 octobre, je n'avais pas forcément le sentiment, toujours sur France 24, que l'équilibre était respecté. Vous avez pris un certain nombre de mesures, vous avez mis en place un certain nombre de méthodes pour rééquilibrer. Où est-ce que vous en êtes de ce côté-là? Est-ce qu'il y a, sur France 24 notamment, un équilibre à peu près cohérent sur le traitement des affaires? Si je puis dire autre chose qui est peut-être plus immédiat, il faut avoir une négociation aussi à l'intérieur de l'audiovisuel public.
Pardon, mais pourquoi ce ne sont pas des journalistes de France 24 qui ont fait l'interview de Sergei Lavrov? J'ai rien contre Léa Salamé, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, mais elle n'est pas spécialiste des problèmes d'affaires étrangères. Elle a subi l'interview en ne réagissant quasi pas aux affirmations affichées du ministre des Affaires étrangères russe, qui a pu dérouler tout ça pendant 1 heure, et la journaliste en face dit oui, non. Est-ce qu'il n'y a pas une discussion à avoir, au moins sur les thèmes de politique étrangère, au moins qu'on associe, je ne dis pas qu'on cède, mais qu'on associe France 24 aux débats lorsqu'ils ont lieu, parce que ça me paraîtrait être le minimum. Voilà, je crois que... Moi, je ne dis pas que je suis lassé, parce que j'en suis à un point où je me dis, bon, je vais peut-être abandonner ce budget l'année prochaine, parce que, voilà, j'en ai marre de me battre pour 1 million, faire des amendements à 3 francs 6 sous, devant un des gouvernements qui vous regarde stupidement en vous répondant « Ah ben, on ne peut pas, il y a des contraintes budgétaires. » Ah ben, c'est ça, lorsqu'on sera écrabouillé par la propagande des autres, on ne sera pas à 1 million d'euros près. Hein. Donc, c'est fatigant. Voilà, je le dis, c'est fatigant, parce que vous ne pouvez pas, vous, dire on va produire plus de missiles, on va produire plus de drones, on va produire... Vous dites, on va produire de la capacité française à ne pas être débordée. Ben ça, malheureusement, ça ne se quantifie pas. Et donc, vous aurez toujours un problème, tant qu'on n'aura pas changé les structures. Mais bon, peut-être que la campagne présidentielle sera l'occasion de le faire. En tout cas, pour le moment, moi, je vous redis mes félicitations. La seule chose que je veux savoir, c'est est-ce que vous parvenez à peu près à tenir vos bureaux quand même? Est-ce que vous parvenez à un équilibre de l'info en interne? Et est-ce que vous avez une discussion, si c'est possible d'en avoir une, avec le reste de l'audiovisuel public, au moins pour être associé sur tous les éléments de politique internationale? Monsieur le rapporteur, merci pour votre intervention et vos encouragements. Ne sous-estimez pas votre rôle et le rôle de cette commission et l'importance de votre soutien, s'il vous plaît, parce que 1 million d'euros pour nous, c'est le hub de Beyrouth. Vos amendements, enfin, c'est beaucoup pour nous. Et votre soutien, c'est aussi beaucoup à toute cette commission, parce que vous le savez bien d'ailleurs, l'international, c'est loin, c'est moins près du quotidien des gens. Donc, c'est important que des élus qui maîtrisent ces enjeux géostratégiques s'occupent de nous et s'intéressent à nous. On en a besoin. Voilà. Donc, alors, s'agissant de, pour l'instant, nous faisons tout évidemment pour maintenir notre périmètre. Et les résultats que nous obtenons en Amérique latine. D'ailleurs, enfin, franchement, ça fait du bien. L'Amérique latine, ils adorent la France. Ça fait plaisir, un endroit où vous êtes aimé. Et on a des résultats croissants. Et j'ai des témoignages qualitatifs qui me disent que France 24 en espagnol prend de plus en plus la place de CNN en espagnol dans le cœur des latino-américains, notamment en Argentine. J'ai plusieurs témoignages. Donc, je pense qu'on a une chaîne remarquable en espagnol. D'ailleurs, je trouve que... Enfin, France 24 est assez remarquable comme une chaîne internationale et je compare et je trouve que c'est remarquable. Et donc cette chaîne a beaucoup de succès. Ce serait vraiment, pour nous, disons qu'on est prêt à se faire harakiri pour ne pas y renoncer. Hein. Je parle au nom de toutes les équipes. Mais la menace est là si la trajectoire budgétaire ne permettait pas d'absorber l'ensemble de nos dépenses. D'où la discussion sur le COM. Je pense qu'un certain nombre de nos interlocuteurs en sont convaincus, mais qu'ils sont aussi coincés par les contraintes budgétaires. Et comme vous le disiez, monsieur le sénateur, ça n'est pas le ministère des Affaires étrangères ni le ministère de la Culture qui sont les plus riches des ministères en général. Donc du coup, ils sont sous forte contrainte. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de bonne volonté de leur part, hein, mais qu'ils ont des choix terribles à faire. Et c'est pourquoi je me demande parfois si c'est dans ce périmètre qu'on doit raisonner seulement en période particulière que nous traversons. Et que l'aide publique au développement n'est pas que l'apanage peut-être
des dépenses du Quai d'Orsay. Enfin, il y a quelque chose à regarder. Sortons peut-être des pensées habituelles. Donc, pour nous, pas de fermeture, mais en effet, il faut que le budget suive. Je regardais ce que vous... Ensuite, ah oui, l'équilibre. Alors, évidemment, je ne peux que dire qu'à aucun moment, nos chaînes n'auraient été déséquilibrées. Nos chaînes, nos comptes. Les quelques débats que nous avons eus, monsieur le rapporteur, concernent des comptes privés, de journalistes parfois qui n'étaient pas journalistes à ce moment-là d'ailleurs, qui ne le sont plus d'ailleurs pour un certain nombre depuis. Et c'est un sujet plus général, je dirais, que nous avons abordé d'ailleurs avec monsieur Bruno Lasserre, qui a été chargé d'une mission par l'ARCOM sur le concept d'impartialité du service public, puisque vous le savez, seul le service public, en vertu de la loi, est tenu à ce concept particulier. Ça n'est pas le pluralisme seulement, c'est l'impartialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le définir? Comment expliciter ce concept qui ne l'était pas? Quand on travaille sur ça, on aboutit à une problématique sur les comptes privés, non pas les comptes des médias, non pas les antennes, mais les comptes privés. Donc, la liberté d'expression en France est un principe constitutionnel, mais l'impartialité est aussi une donnée qui s'impose à nous. Les deux sont-ils conciliables? La plupart du temps, oui, je pense. Et à certains moments, non. Où est cette frontière? À quel moment on doit se dire que les prises de position ne sont plus compatibles? À quel moment on devient trop militant? Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut cesser de faire du journalisme et devenir un politique. C'est que ça arrive fréquemment que des journalistes deviennent des politiques dans tous les courants politiques. Et donc, c'est ces questions qui se posent. Mais sur nos antennes, nous n'avons jamais eu la moindre condamnation sur des prises de position qui auraient été impartiales. Nous n'avons jamais eu de problème non plus avec nos correspondants, notamment en Israël, qui ne nous a pas demandé quoi que ce soit. Ça arrive qu'une accréditation puisse être refusée par un État. Ça n'a pas été le cas. Nous venons de voir toutes nos chaînes, et notamment notre chaîne en arabe, France 24 en arabe, renouvelée dans la distribution en Israël, où on est très très présent, très distribué. Et je dirais que quand il y a peut-être des gens estimés comme trop partiaux, Israël n'hésite pas à les couper, comme ça a été le cas pour Al Jazeera, ce qui n'a jamais été notre cas. Je pense que la problématique est plus extra-antenne, et nous avons mis en place en effet des séminaires, des chartes traduites dans toutes les langues, des séparations parfois avec certains journalistes. Et dans l'ensemble, je crois qu'on tient. J'insiste sur le fait que pour certains de nos journalistes, qui sont par exemple, qui ont de la famille dans certains territoires, et même en ce moment, qu'il s'agisse des Émirats, du Liban, en ce moment, le Liban est sous les bombes. Nous avons des journalistes arabophones, libanais, nous en avons beaucoup, qui vivent dans la peur, dans le désespoir, parce que c'est leur famille. Et je crois qu'on peut aussi comprendre cette dimension émotionnelle. Ce sont des êtres humains. Mais très sincèrement, à l'antenne, jamais nous n'avons eu un dérapage qui mérite donc une autorité soit saisie. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Merci. Olivier Cadic a demandé la parole. Merci beaucoup pour vos propos, Madame la Présidente. Pour ma part, je tiens à saluer justement l'engagement remarquable des équipes de France Média Monde, en particulier celles basées à Beyrouth, que j'ai eu l'occasion, vous l'avez mentionné, de rencontrer mi-février en compagnie de Nadia Chahaya, conseillère à l'AFE pour le Moyen-Orient, et Maxence Duhaut, directeur général de l'ESA Liban, qui vous héberge. Cette rédaction incarne pleinement l'ambition d'une information de proximité, indépendante et en langue arabe au service des publics de la région. Je souhaite saluer leur courage et leur adresser de la part de notre groupe Union Centriste tout notre soutien. L'ouverture récente de ce hub numérique constitue à cet égard une avancée stratégique majeure pour renforcer les offres de France 24 au Moyen-Orient. Mais cette présence s'exerce dans un contexte préoccupant. Les cyberattaques récentes visant MTV Liban rappellent la vulnérabilité des médias face aux menaces numériques, vous l'avez mentionné. À cela s'ajoutent des pressions et des menaces physiques croissantes
à l'encontre des journalistes au Liban, fragilisant l'exercice de la liberté de la presse. Dans ce contexte, l'engagement de France Média Monde à Beyrouth est essentiel et appelle notre vigilance collective. Comment France Média Monde évalue-t-il aujourd'hui l'évolution des conditions d'exercice du journalisme au Liban? Vous avez évoqué la guerre de l'information contre les démocraties menée par certaines puissances comme la Russie ou la Chine, avec des budgets considérables, vous l'avez rappelé. Quels sont les principaux modes opératoires de désinformation que vous observez actuellement? Merci. Merci, monsieur le sénateur, pour vos mots sur notre rédaction de jeunes arabophones là, qui fait un travail. Et j'ai oublié de dire que c'est toujours 50% de femmes et 50% d'hommes. Hein, donc c'est paritaire et elles sont assez extraordinaires, nos jeunes journalistes à Beyrouth. Alors, comme je le disais, en termes de sécurité, d'abord, ce sont des gens qui sont formés. Il faut voir qu'il y a plusieurs années maintenant, de manière prioritaire, même sous contrainte budgétaire, j'ai décidé qu'il nous fallait une direction de la sûreté. Nous avons un directeur sûreté qui établit une cartographie des risques, qui est remise à jour en permanence avec des détails et que tous les journalistes, ils ont tous accès à cette cartographie des risques. La couleur des différents pays détermine des procédures. Donc, quand on est en zone rouge, il ne peut pas y avoir de départ en mission, il ne peut pas y avoir d'autorisation de reportage de nos correspondants sans aval du directeur sûreté. En général, il se met au service de l'éditorial pour permettre de faire les reportages, mais notre doctrine étant aucun reportage ne vaut une vie, il y a des moments où on dit non. Et ça, c'est moi qui le dis. On a un comité éditorial pour les cas les plus délicats pour arbitrer, sinon au quotidien, ça se fait entre le directeur de la rédaction et le directeur sûreté. Cette procédure, elle est vraiment listée hein, quand c'est en zone rouge, du fixeur qu'on choisit, au déplacement qu'on va faire, à l'hôtel où on va, etc. Il y a, pour les gens qui vont dans ces zones, une formation. La plupart de nos correspondants en zone dangereuse et de nos envoyés spéciaux ont une formation qui n'est pas sans rapport avec une formation militaire, je dirais, hein, puisqu'on apprend à se repérer avec une carte et une boussole dans une forêt où on est perdu. On apprend le son des armes pour savoir s'en protéger. Enfin, on apprend toute une série de techniques pour se protéger en zone dangereuse. Donc, la plupart des gens sont formés. Nos envoyés spéciaux, tous, les correspondants, la plupart, mais il y a des pays, j'avoue, qui sont en guerre aujourd'hui, qui n'étaient pas a priori les premiers auxquels on aurait pensé pour être des zones dangereuses actuellement. Donc, mais notre directeur, par ailleurs, arrime quotidiennement les gens. Je ne sais pas d'ailleurs, cet homme ne dort jamais, je crois. Et il arrime d'ailleurs aussi des collègues. On forme et on arrime d'autres collègues. Il lui est arrivé d'arrimer des gens, par exemple, du journal La Croix ou de Radio France. Et tous ces gens sont venus se former dans notre stage de formation. Donc il les arrime tous les jours. Parfois, les gens restent chez eux. Hein. C'est le cas, là, à Beyrouth. Ils restent chez eux. Et c'est tous les jours qu'il y a un point, voire 2 fois par jour en ce moment. Et par ailleurs, nous avons un soutien psychologique. Dès mon arrivée, j'ai créé une cellule de soutien psychologique multilingue parce que quand un journaliste vit un trauma, alors on a l'image d'Épinal du grand reporter qui n'a peur de rien, mais en fait, les êtres humains, et c'est ça qui est beau, sont des êtres humains, donc ils subissent un trauma. Il faut que ce trauma soit traité. Sinon, la peur peut rattraper à un très mauvais moment et faire prendre de mauvaises décisions qui vont mettre en danger. Donc on a une cellule, on a une psychologue qui vient sur site à France Média Monde aussi quand ils sont là. Sinon, c'est multilingue, parce qu'on ne parle pas bien de ses peurs dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Donc on a ce dispositif aussi de soutien qui est mis à disposition de la rédaction à Beyrouth en ce moment. Alors ça c'est... Et la guerre de l'info, alors il y a plusieurs leviers. Il y a évidemment les fausses infos sur les réseaux sociaux, avec des fermes de trolls et des angles tout à fait calculés. On dirait presque qu'il y a une sorte de cartographie des différents pays et qui va vous dire que dans tel pays, pour attaquer par exemple la France, il faut attaquer ce thème-là,
dans tel autre, c'est sous cet angle-là qu'il va falloir y aller. On a vu par exemple en Moldavie, un des thèmes c'était si vous votez pour les candidats pro-européens, vous ne pourrez plus parler russe. L'Europe vous interdira de parler russe. Ce genre de une petite chose où, à la veille d'une élection, donc Alassane Ouattara est mort, ou alors il y a un coup d'État en France qui est en cours avec le micro RFI et une personne qu'on n'a jamais vue qui est derrière le micro, enfin, etc. Mais c'est pas du tout au hasard. Il y a une cartographie des angles d'attaque par pays. Alors, il y a les réseaux sociaux, les fermes de trolls qui les propagent, mais il y a aussi les agences d'images. Nous avons la chance d'avoir l'AFP en France, hein, qui fait un remarquable travail. Mais l'AFP est sous contrainte budgétaire aussi, donc elle ne peut pas donner nécessairement ces images. Le Quai d'Orsay essaye d'aider certaines télévisions en faisant des aides, mais c'est très petit. Alors que les agences, par exemple russes, donnent toutes les images aux médias locaux. Et donc, les images russes ne se trouvent pas sous seulement Russia Today ou Sputnik, mais dans le journal national. Voilà une deuxième piste. Une troisième piste, on va aller en masse sur tout congrès. Donc, d'un coup, il y a un stand où il y a 25 personnes. Quand nous, on arrive à en envoyer une sur ce marché ou ce congrès, il y a tout d'un coup 25 personnes. Une stratégie d'invitation tout à fait sympathique dans des grands hôtels, des patrons des différentes instances, etc. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je vous ai... voilà quel type de choses on peut avoir. Et alors, nous... On est une cible pour détourner nos logos parce que ça fait d'une pierre plusieurs coups détourner nos logos. D'une part, on est français, alors et ça c'est très réjouissant pour certains. Je sais pas, il y a une sorte de fixette sur ce qui est français. Ensuite, on est crédible. Donc quand notre logo habille une fausse info, elle devient d'autant plus puissante. Et en plus, on est puissant. On touche beaucoup de gens, donc tout d'un coup, on va pouvoir capitaliser sur un plus gros impact. Bon. Voilà, par exemple. Et nous, chaque semaine, hein, on débunk des fausses infos avec nos logos. C'est ça, voilà. La poésie de notre activité, c'est ça. Oui. Bien, merci. Jean-Marc Wessous-Fort. Merci, Madame la Présidente Directrice Générale. Vous avez parlé de partenariat avec Deutsche Welle. Vous avez aussi parlé de renforcement au niveau européen. Il y a une chaîne franco-allemande qui s'appelle Arte, qui est un acteur pan-européen qui se veut un acteur pan-européen du streaming, avec un objectif d'étendre l'offre multilingue aux 24 langues de l'Union européenne grâce à un financement public accru. La chaîne a d'ores et déjà assuré que son ambition n'était pas de concurrencer les chaînes d'information autres, mais, je le cite, de compléter le paysage médiatique européen et national grâce à une approche éditoriale distincte. Arte affiche d'ores et déjà un chiffre intéressant, 77% de la population européenne peut accéder à des contenus dans sa langue maternelle, à savoir français, allemand, anglais, espagnol, le polonais, l'italien et désormais le roumain depuis le mois de juillet dernier. Moi, je voulais comprendre, si vous voulez bien, la complémentarité qui est mise en place entre France Média Monde et Arte, et où en sont les partenariats qui ont été annoncés et sans doute mis en place entre ces deux chaînes. Merci pour cette question. Alors, comme vous savez, Arte et France Média Monde, ce n'est pas les mêmes formats. On est très complémentaires d'un point de vue format, puisque Arte a des collections magnifiques de fiction, de cinéma, de documentaires longs. Nous, on est un peu plus dans des formats très, très réactifs. Et donc, le concept de plateforme, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les gens viennent vers vous, viennent à vous. Nous, alors, on est très info et comme je le disais, on est en hyper distribution. On est là où les infox prospèrent. On va les chercher là où elles sont. On ne débunk pas en demandant aux gens de venir sur notre plateforme. Donc, en ce sens, c'est très complémentaire. Je dirais que je ne peux pas parler à la place d'Arte. Bruno Patino le ferait. Je suis plutôt une consommatrice. Hein. Je suis donc, mais je ne peux pas en parler en tant que... Mais je crois que ça crée une conscience européenne, que les gens peuvent avoir des référents communs, avoir un lieu où les coproductions européennes, etc., c'est une sorte de culture européenne et on est dans l'intra-européen.
Nous, on est aussi les vigiles aux frontières, puisque ce dont je vous ai parlé, ce sont des langues extra-européennes. Bien sûr, on est en Europe aussi. Mais disons que il y a des tentatives d'intrusion. Et d'ailleurs, le Sénat est très bien placé, qui avait fait une enquête sur les ingérences extérieures, qui était un remarquable rapport du Sénat. Donc il y a bien sûr des ingérences là, mais nous, on est un peu plutôt sur le pourtour de l'Europe pour sortir le bouclier de l'information et empêcher les intrusions. Donc je pense qu'on est très complémentaires. D'ailleurs, je pense qu'en termes de réflexion actuelle, puisque la France soutient évidemment les deux chaînes, et je connais moins côté allemand, je pense que les Allemands soutiennent aussi Arte, je connais moins ça. Les Allemands, je pense, soutiennent les deux aussi. On n'est pas sur les mêmes piliers, comme on dit, à terme dans le financement européen, ce qu'on espère tous, c'est-à-dire être dans un financement pérenne. Sinon, tous les 2 ans, il faut répondre à des appels d'offres, et on passe beaucoup de temps, au lieu de faire la mission, à justifier qu'on nous laisse la faire, en fait. Donc ça, c'est fatigant. Mais on n'est pas sur le même pilier. Nous, on est vraiment sur le 3e, plutôt global, et non pas national. En ce sens, on est donc très complémentaires. Par ailleurs, je dirais qu'on adore faire des choses ensemble. Avec Arte, on fait souvent des reportages ensemble, des grands reportages ensemble, avec des formats un peu différents. Encore une fois, toujours Arte a la possibilité de davantage prendre le temps. Nous, sur une chaîne d'info continue, quand vous faites 52 minutes, on le fait parfois, mais c'est moins fréquent parce que les personnes attendent le journal, l'actualité, le breaking news davantage. Mais on fait beaucoup de choses ensemble, même en termes d'arrimage. D'ailleurs, notre directeur sûreté connaît bien les équipes d'Arte aussi. Et on a fait quelques jolies coproductions ensemble. Nous, notre seule contrainte pour en faire plus, c'est le budget. Sinon, en général, on est d'accord pour les propositions d'Arte. Voilà, j'ai répondu. Bien, Hugues Saury. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est en tant que présidente du groupe d'amitié Corne de l'Afrique que je souhaitais vous poser une question. Je voulais vous parler du Liban, un pays qui subit une guerre civile terrible avec des dizaines, des centaines de milliers de morts et encore plus de déplacés, dans un pays qui est dans une forme de chaos et où l'information, il y a une sorte de blackout sur l'information et une très forte pression sur les journalistes. Je crois que la dernière radio française en arabe a disparu des ondes en 2023. Pardon ? Ah, j'ai dit Liban ? Ah, pardon, je parlais du Soudan, pardon. Oui, désolé. Et la Corne de la... Oui, j'en étais... Oui, je parle du Soudan, bien évidemment. Pardon. Lapsus. Et donc c'est bien du Soudan dont je parle, qui est dans une forme de chaos. Et donc, je voulais savoir quelle était la stratégie de France Média Monde pour continuer à apporter une information fiable à l'ensemble des populations et des pays limitrophes qui connaissent eux-mêmes un certain nombre de difficultés. Et quels sont vos liens avec les journalistes locaux et les médias locaux pour justement continuer à apporter au monde entier, parce que finalement c'est un pays, le Soudan, où on voit que la couverture médiatique d'une façon générale est faible par rapport aux problèmes qui s'y posent. Je vous remercie et désolé pour ce lapsus. Non, mais merci justement d'en parler. C'est vrai que la couverture sur le Soudan est totalement inexistante, alors que c'est monstrueux en fait ce qui se passe dans cette région, et pour les femmes parfois encore plus. Alors, les liens avec les journalistes locaux, je ne saurais pas vous le dire. Les journalistes des rédactions en ont certainement eux, mais j'avoue que ça ne remonte peut-être pas au comité éditorial que je préside. En revanche, nous envoyons tout le temps des envoyés spéciaux qui vont faire des reportages et qui vont permettre de mettre à l'antenne, de diffuser dans le monde entier ce qui se passe là-bas. Et je pense qu'il y en a, je pense qu'il y en a encore en ce moment, RFI et France 24. D'ailleurs, je suis contente que vous vous intéressiez particulièrement à cette zone. Je pense qu'on a fait une collection pour essayer de faire quelque chose, pour en faire une spéciale Soudan ou quelque chose de... Donc on pourrait tout à fait partager avec vous.
Un des reportages qui m'a le plus bouleversé, c'est RFI qui l'a fait. Quand vous écoutez le reportage, vous avez, à la fin, vous êtes en tachycardie, vous ne pouvez plus respirer tellement c'est dingue ce qu'on entend. C'est une tragédie absolue. Alors on fait avec nos moyens et avec notre impact, mais ce qu'on peut, mais je vais recueillir tout ce qu'on fait et les projets qu'on a pour, si vous le voulez bien, me mettre, vous les donner et peut-être même, je ne sais pas si vous avez des idées, nous on est preneurs. Merci. Jean-Luc Ruel. Merci, Présidente. Merci beaucoup, Madame Saragosse. C'est vraiment extrêmement intéressant. J'y suis d'autant plus sensible que je vis en Afrique depuis 42 ans. Donc, j'écoutais RFI tous les jours. Quand je monte dans un taxi, le taximan écoutait RFI. Donc, vraiment, c'est indissociable de ces pays-là, hein, et ça nous est très utile. Alors vous êtes donc présent sur de nombreux théâtres dans plusieurs langues avec des formats très différents. Cette présence suppose des choix concrets, créer, maintenir ou non une rédaction, renforcer un canal linguistique, investir dans le numérique plutôt que dans la diffusion traditionnelle. On le voit très directement, le développement du canal arabophone de France 24 a mobilisé des moyens importants. À l'inverse, certaines zones d'Afrique ont connu des restrictions de diffusion qui interrogent sur la capacité à maintenir une présence effective. De la même manière, l'arbitrage entre radio avec RFI et les formats numériques traduit une évolution profonde des publics visés. Derrière ces décisions, il y a une question très concrète. Où mettons les moyens et pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? Donc, vous en avez déjà un peu parlé, hein. Quels sont aujourd'hui vos critères d'arbitrage, zone géographique, langue, support, et pouvez-vous nous donner des exemples précis de choix récents que vous avez opérés et des raisons qui les ont motivés? Alors, sur la rédaction, par exemple, le positionnement de la rédaction Afrique à Dakar, en bon abidjanais, je m'interroge. Moi-même aussi, je me suis interrogée, monsieur le sénateur, pour le choix du lieu. C'était une difficulté. On a mis, je commence par là, mais votre question est vraiment très stratégique. Alors, on a mis une série de critères. Je dois vous dire que le coût a été certainement le premier critère pour les raisons que rappelait Roger Carucci. Nous sommes très près de nos sous. Ça a été une première raison. Il ne faut pas oublier non plus qu'au moment où on décidait Dakar, ça a été le fruit d'abord d'une décision de parler mandinkan. Moi, je voulais full day tout de suite, c'est la langue des Peuls. Ce sont deux comment dire, peuples qui ne s'entendaient pas forcément, les mandingophones et les foulophones. Donc nous voulions parler les deux, car précisément notre idée n'était pas de prendre parti. Mais donc, on a d'abord eu le mandinkan en 2015, puis le full day ou le peul, comme on voudra, en 2021, ce qui était dommage. Bon. Donc, au départ, c'est ça. On veut créer une rédaction dans des langues, et la stratégie, elle part plutôt d'un choix de langue, parce qu'il ne faut pas s'illusionner avec le fait que tous les Africains naîtraient en parlant français. Non, c'est une langue qui n'est pas une langue maternelle en Afrique. Pour certaines familles, oui, mais pas pour toutes. Et quand la scolarisation recule, que le taux de natalité augmente, le français n'est pas forcément très répandu. Donc nous, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens dans la bande sahélienne qui ne comprenaient pas ou imparfaitement le français, qui n'étaient pas scolarisés, et que si ces personnes étaient seulement informées par exemple, des offres en russe, enfin des Russes qui parlent bambara ou peul, c'était clair qu'à un moment, ils n'allaient pas comprendre quelle était la stratégie française dans ces zones-là, parce qu'ils ne comprendraient pas ce qu'expliquerait l'information professionnelle de nos journalistes. Donc c'est parti de là. Où est-ce qu'on allait mettre cette rédaction? Mandinkan, on espérait bien full day, et donc on a regardé les prix, puis on a regardé la sécurité. Je dirais qu'en vérité, on a regardé la sécurité, puis les prix. Et souvenez-vous qu'en 2015, ça sautait sans arrêt. Ça a d'abord commencé, alors le Mali a commencé à s'enflammer, mais on a eu le Burkina Faso qui a sauté et Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Donc mon analyse sécuritaire, à ce moment-là,
m'a fait choisir Dakar pour protéger l'équipe, qui était en plus moins chère. Abidjan, c'est une ville formidable, assez chère, et voilà, donc et du coup le hub s'est implanté là et a continué à prospérer là, quand on a rajouté ZOA par exemple, ou quand on est monté en puissance sur le numérique. Voilà pour le choix de Dakar. Mais nous couvrons beaucoup Abidjan, nous y sommes beaucoup, de même que Kinshasa, qui est une grande capitale où on est en ce moment, parce que c'est le plus gros pays quand même de la francophonie, c'est la RDC. Comment faire des choix? Alors, il y a dans le monde une tendance à la baisse un petit peu tendancielle de la radio. Étonnamment, RFI résiste complètement dans cette baisse tendancielle. Elle continue à avoir des audiences broadcast très fortes, mais néanmoins l'avenir, peut-être, avec la jeunesse qui arrive, fait qu'il faut vraiment s'investir sur le numérique. Et non seulement sur le numérique, mais sur la vidéo mobile, qui est, dans nos enquêtes, un élément déterminant. Stratégique RFI s'est donc mise à vraiment embrasser à bras-le-corps. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je vous disais, en fait, c'est le produit centrique, c'est-à-dire c'est ce qui compte. Alors, je le dis d'une autre façon plus poétique. Je vais le dire à la Alfred de Musset. Peu importe le flacon des supports, numériques ou broadcast, pourvu qu'on ait l'ivresse des contenus, et des contenus de qualité qui sont ceux de RFI, de France 24, de Monte-Carlo, d'Oualia. Et c'est un peu comme ça qu'on raisonne. Donc, pour que RFI, ou alors je vais faire le Gattopardo aussi, pour que rien ne change, il faut que parfois tout change. Et pour que RFI continue à toucher son grand public, son plus large public, il faut aussi qu'elle s'adapte à ça. C'est un peu avec ces idées-là qu'on avance. Quand on lance ZOA en Afrique, on sait qu'il y a donc parfois 60% de moins de 25 ans. Ils sont tous sur les téléphones mobiles. Ça monte en puissance. Si on ne fait pas des formats qui sont adaptés à cette jeunesse, si on ne se décale pas un peu par rapport à ce qu'on sait faire sur les antennes de RFI, on va perdre cette partie du public qui est fondamentale, car c'est elle qui aura qui va être la majorité demain et qui tiendra les institutions. Donc c'est pour ça les choix qu'on fait. Il y a des contraintes budgétaires, il y a des évolutions d'usage, il y a des questions de sécurité. Mais par exemple, dans le bouclier pour l'information, je ne vous ai parlé que de l'Europe, le fameux bouclier. Il y a un volet Afrique. Dans ce volet Afrique, nous disons que la première des priorités, c'est de rétablir l'anglais de RFI en broadcast. Parce que le retrait américain va libérer des fréquences en anglais et que ça peut faire un gros appel d'air et que nous, on pense que RFI l'occupera fort pertinemment. Donc, voilà un enjeu broadcast, radio, anglais pour récupérer des fréquences. Il y a d'autres aspects. Par exemple, le lingala, qui est la grande langue africaine de RDC, il nous semble qu'on aurait vraiment intérêt à le parler. Donc, c'est aussi dans le projet. La Corne de l'Afrique dont on parlait, il nous semble qu'il y a quelques langues éthiopiennes. Les Chinois sont très présents dans cette zone en Éthiopie, en Somalie, etc. Donc, il nous semble qu'il y a quelques langues stratégiques que nous devrions ajouter à nos langues africaines, puisque pour l'instant, on en a 4, le Swahili, le Haoussa, le Mandinkan et le Fulfulde. Il nous semble qu'il faudrait du lingala et une ou deux langues de la zone d'Afrique de l'Est, plus l'anglais. Par exemple, c'est ça le plan en Afrique. Évidemment, on a un plan dans le monde arabe, on a un plan en Amérique. Enfin, je veux dire, on a réfléchi à tout ça. Mais merci en tout cas de nous dire que vous écoutez à ce point-là RFI, ça fera plaisir aux journalistes qui... je leur dirai, mais je me permets de vous dire que vous êtes tous des invités, si vous voulez venir voir comment ça fonctionne, vous êtes tous invités évidemment à France Média Monde. Bien, merci beaucoup. Michel Gréaume. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes les informations que vous nous donnez, qui sont très enrichissantes. Concernant les pays où vous avez été suspendu, les 4, on vient d'en parler, notamment les stratégies de reconquête. Je voulais savoir si au Mali, Burkina Faso, Niger et Togo, si vous avez maintenu des correspondants sur place ou ont-ils dû être rapatriés pour des raisons de sécurité, et savoir exactement qui a récupéré les fréquences en face CRT Africa,
qui récupèrent mais, sur vos bandes, mais quel pays d'autres récupère éventuellement. Deuxième point, vous nous avez signalé tout à l'heure que bien avant que le conflit explose au Moyen-Orient, bien entendu, vous avez des informations qui viennent directement du terrain. Et c'est des informations qui sont riches, et je suppose que nous, on aurait pu être alertés bien avant. Je voulais savoir, par rapport à votre avis, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères devrait-il jouer un rôle plus structurant dans la définition et le soutien de votre stratégie internationale, et si oui, comment? Merci. Merci beaucoup. S'agissant des pays où nous avons été censurés en Afrique, donc vous les avez cités, pour certains, nous avons rapatrié nos correspondants, soit en les mettant à côté, soit ils sont rentrés en France. Pour d'autres, nous les avons mis en sommeil, si je puis dire. Donc, ils ne fonctionnent pas sur les antennes. On ne les entend pas sur les antennes. J'en dirai pas plus, là. D'accord. Comme je le signalais aussi, le contournement se fait vraiment par le numérique. Alors, certains pays coupent aussi nos sites propriétaires, mais rarement YouTube et les autres réseaux sociaux. Et donc, c'est grâce à ça que nous continuons à être écoutés. Tant et si bien, d'ailleurs, que je me demande si certains citoyens de ces pays savent seulement qu'on est coupé, puisque tous les matins, sur Appel sur l'actualité, monsieur le sénateur nous pourra témoigner, puisqu'il écoute. Si vous écoutez RFI le matin, Juan Gomez, qui est notre vedette et qui est connu, alors là en Afrique c'est incroyable, même à la voix il est reconnu, donc seulement puisque c'est la radio, il est appelé tous les jours. Nous avons des gens qui nous appellent du Niger, du Burkina et du Mali, qui nous appellent depuis les villes là-bas et qui posent leurs questions en direct. Nous avons d'ailleurs réalisé des interviews de ministres de ces pays. Grand Seigneur, nous continuons à couvrir l'information de ces pays, nous la couvrons même tout à fait soigneusement. Et nous donnons aussi la parole quand une ministre de la Culture burkinabé se réjouit, oui, que le prix découverte aille à une burkinabé, c'est bien qu'elle se réjouisse. On essaye de ne jamais couper les liens, il ne faut pas insulter l'avenir. Donc ça, c'est pour les correspondants et la couverture de ces pays qui continuent en fait, et on voit le résultat sur nos antennes puisqu'on est appelé. Par contre, on ne mesure plus. Ça, c'est très embêtant parce que ça fait des trous dans nos audiences. Je vous parlais de 278 millions. Si je rajoute les millions que je ne peux plus mesurer dans ces pays, on va dépasser largement les 280 millions, même plus, quoi. Vous voyez, parce qu'on perd de l'audience, on ne peut même plus la mesurer, donc on l'enlève. S'agissant du MAE, je pense que notre rapporteur Roger Carucci avait fait une allusion au MAE culture. C'est une discussion qu'on a périodiquement. Alors, moi, je trouve un atout d'avoir les deux ministères comme tutelle. Je vais m'expliquer. Évidemment, je préférerais que ce soit des ministères beaucoup plus riches. Ce serait mieux. On adorerait qu'ils soient plus riches, et on trouve d'ailleurs qu'ils devraient être plus riches. Mais pourquoi c'est important pour nous? Parce que d'être rattaché au ministère de la Culture, c'est être rattaché à l'audiovisuel public français, c'est être financé par un compte affecté, une ressource affectée qui garantit notre indépendance. Et d'ailleurs, je me permets de dire que le Sénat a joué un rôle majeur dans cette recette affectée, puisque c'est parti d'ici. C'est une proposition de loi de chez vous qui nous a permis tous de ne pas être financés comme une administration. Donc, et donc, on est en France, dans une grande démocratie, dans cet univers d'audiovisuel public indépendant, protégé par l'État, parce que dans une démocratie, l'État protège l'indépendance des médias publics. Ce ne sont pas des médias d'État, ce ne sont pas des médias gouvernementaux. Donc, pour nous, c'est une sécurité et un honneur, à la limite, d'être avec les autres. Mais nous sommes à l'international et on sait très bien, et cette commission est bien placée pour le savoir, que donc c'est pas forcément la chose la plus familière quand on vit en France. S'il se passe quelque chose au coin de la rue, c'est beaucoup plus important que si ça se passe au Soudan, dont on ne parle pas.
Or, on sait, nous, que c'est important le Soudan, qu'on est dans un monde globalisé et que pour être citoyen éclairé, il faut savoir ce qui se passe dans le monde et qu'on a besoin de cet audiovisuel extérieur. Et ça, le Quai d'Orsay le sait comme vous. Et donc le Quai d'Orsay nous arrime à cet international et sait aussi défendre les enjeux à nos côtés, tout en respectant notre indépendance. Si nous n'étions qu'au Quai d'Orsay, nos détracteurs, que je ne veux pas citer parce que ça leur fait finalement, on a trop parlé d'eux, mais nos détracteurs diraient c'est la voix du Quai d'Orsay, c'est ce qu'ils disent. C'est la voix du Quai d'Orsay, ou alors c'est la voix de l'Élysée, ou alors c'est la voix de je ne sais pas qui, alors que nous ne sommes que la voix de l'ensemble des Français. Et donc, la double appartenance est une protection aussi en termes de statut. Et je dirais que les deux ministères ne s'entendent pas mal. Du tout, même plutôt bien en général. Enfin, je regarde, franchement, malgré tout, la culture a évidemment tout le poids du national, mais elle comprend bien les enjeux aussi, et le Quai d'Orsay nous soutient énormément, et au cours des dernières années est monté en puissance dans notre financement, avec tous ces projets de proximité qui sont financés sur l'aide publique au développement, et nous espérons que malgré les contraintes, le Quai d'Orsay va continuer, car nous avons beaucoup besoin de soutien et stratégique et budgétaire. Enfin, Vivette Lepez. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame pour toutes les informations que vous venez de nous donner et félicitations et surtout respect à l'ensemble de vos équipes qui vivent des moments difficiles pour nous donner des vraies informations. Alors, je vais faire partie du déplacement Bulgarie, Roumanie, Moldavie et j'ai entendu votre appel à visiter le hub de Bucarest. Nous en avons bien pris note. Mais pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la situation actuelle de ces pays compte tenu de la guerre qui est quand même très proche? Comment vivent-ils ces menaces? Comment voient-ils l'avenir? Et mis à part le hub à visiter, est-ce que vous pourriez nous conseiller des lieux stratégiques ou des personnalités à rencontrer à qui nous pourrions évidemment apporter notre soutien? Et voilà, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus d'informations sur ces trois pays? Merci. Madame la sénatrice, déjà merci pour les équipes parce que tout ce que vous avez dit aujourd'hui, vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour eux. Donc, mais merci beaucoup. Alors, sur le hub de Bucarest, bon, je ne saurais pas vous dire de manière scientifique la perception des choses. Ce dont je peux parler, c'est de la rédaction à Bucarest, qui a été confrontée à une manipulation incroyable au moment de l'élection présidentielle en Roumanie. Et ils ont été assez courageux puisqu'ils ont osé annuler une élection qui avait été grandement faussée sur TikTok. Donc notre rédaction est particulièrement vigilante et en première ligne pendant toute cette période. Et nous les avions par Teams. C'est la bonne chose du Covid, c'est que maintenant on a intégré complètement ça et qu'on peut se parler régulièrement de loin. Nous suivions parce qu'ils étaient extrêmement inquiets sur le devenir de la rédaction dans le cas où le candidat pro-russe serait passé. Et c'est pourquoi c'est eux qui ont donné l'alerte sur la Moldavie. C'est eux qui nous ont saisis en disant, c'est ce tout petit pays de 3,5 millions d'habitants, et carrément sous le feu de la propagande à un point inimaginable, et y compris avec des gens en interne. Et ils étaient tellement stupéfaits de la violence de cette propagande que c'est eux qui sont venus nous appeler au secours. Nous avons donc saisi le ministère des Affaires étrangères et nous avons décidé non pas de faire de la propagande, parce que là, s'il y a une chose que dit le rapport d'ailleurs du Sénat qui est, je trouve, magnifique, c'est que nous devons être les miroirs inversés de Sputnik et de Russia Today et ne jamais renoncer à notre modèle soi-disant pour combattre un modèle qui est le contraire de ce qu'on est. Jamais renoncer à soi. Donc nous avons fait tout le contraire, nous avons affirmé qui nous étions en matière d'info. Et ils ont donc monté depuis Bucarest toute cette réaction en s'appuyant sur des recrutements de correspondants en Moldavie, notamment des correspondants de Radio Free Europe qui avaient été remerciés puisque les Américains ont arrêté de financer. Et donc, ce qu'on a fait, par ailleurs, on s'est appuyé à Paris. À Paris, la rédaction russe, elle est à Paris. On est monté en puissance avec des community managers pour augmenter le nombre de vidéos vues. On a accueilli dans nos locaux à Bucarest nos amis de la Deutsche Welle. On a même signé un MOU
C'est de langue en français, c'est comment? Protocole d'entente. Un protocole d'entente, bah voilà, donc un protocole d'entente avec nos amis de la Deutsche Welle qui se sont installés dans notre hub à Bucarest. Donc il y a un bureau Deutsche Welle dans le hub pour les correspondants roumains de Deutsche Welle. Et on a signé cet accord pour se dire que ensemble nous allions défendre une certaine idée de l'information avec la Deutsche Welle. Nous avons fait une grosse opération de délocalisation donc en Moldavie. La présidente n'a pas souhaité parler sur nos antennes parce que, enfin, vous savez, il faut la voir si vous y allez. Enfin, j'imagine que vous allez solliciter un rendez-vous avec Maia Sandu parce que voir cette femme, c'est comprendre la guerre, c'est-à-dire sur elle-même. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne veux pas la mettre, mais c'est. On sent physiquement, quand on est à Bucarest et quand on est à Chisinau, on sent physiquement qu'on est en guerre. On le sent. Voilà, on comprend qu'à Paris, c'est formidable de vivre notre vie. Et on sent quelque chose, c'est très différent, physiquement. Et je pense qu'il faut parler avec elle, parce qu'elle a vécu tous les affres. Donc je pense qu'en plus, elle serait sans doute sensible à recevoir le soutien moral d'une délégation de sénateurs. Je dirais donc, parmi les gens à voir, je dirais Chisinau, Maia Sandu. Mes chers collègues, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je voudrais, Madame la Présidente, vous remercier pour cette intervention très large qui nous a passionnés et elle était importante et c'était important de vous entendre dans ce contexte international qui est quand même sans précédent. On a pu aborder le sujet de la contrainte budgétaire avec notre rapporteur. Et puis, comme vous l'avez compris, comme mes collègues l'ont exprimé, vous avez le soutien de notre commission et nous continuerons à suivre vos travaux avec attention. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame la Présidente, et vous toutes et tous. Merci beaucoup.